Donald Trump suppliait presque pour un cessez-le-feu, en disant quelque chose comme « Il faut que ça s'arrête maintenant. L'hémorragie doit cesser. » Parce qu'ils ne veulent pas faire partie de ce que sera la fin du jeu. Mais ensuite, on entend des remarques comme celle-ci. Voici ce que Donald Trump a déclaré aux médias juste après toutes ces discussions qui ont eu lieu avec l'Europe ainsi qu'avec l'Ukraine. Mais nous nous rapprochons. Nous bénéficions d'un soutien considérable de la part des dirigeants européens. Ils veulent que cela se termine bientôt. Et en ce moment, la Russie veut y mettre fin. Le problème, c'est qu'ils voudront y mettre fin. Puis tout à coup, ils ne le voudront plus. Et l'Ukraine voudra y mettre fin. Puis tout à coup, elle ne le voudra plus. Nous devons donc les amener à être sur la même longueur d'onde. Mais je pense que les choses avancent. Très bonne discussion. Voilà donc l'interprétation de la situation selon Donald Trump. Mais quelle est la réalité ici? Et que propose-t-on exactement? Car on parle beaucoup des types d'ultimatums que les États-Unis adressent à l'Ukraine. Et une grande partie de cela se déroule sans véritable contact avec la Russie. Eh bien, je pense que le premier point à souligner est celui que vous avez évoqué dès le début, à savoir que l'administration Trump est arrivée au pouvoir et qu'à un certain niveau, elle a compris que la guerre se passait effectivement mal. Ils voulaient qu'elle s'arrête et ils voulaient qu'elle se termine immédiatement. En janvier, lorsque Trump a été investi, il semblait qu'il restait encore pas mal de temps pour y parvenir. Les Russes n'avaient pas encore réalisé les grandes avancées qu'ils ont faites au cours des derniers mois. Il ne semblait pas encore que le Donbass soit sur le point de s'effondrer. Les Ukrainiens étaient encore dans la région de Koursk, qui se trouve en fait à l'intérieur de la Russie d'avant 2014, et il n'y avait pas encore eu ces grandes percées russes à Zaporizhia. Et il n'y avait pas non plus cette campagne aérienne. Alors, ils ont pris leur temps. Ils ont parlé d'un cessez-le-feu sur les lignes de conflit existantes. Ils ont envisagé un gel du conflit, un peu comme celui en Corée. Ils se sont dit que c'était encore essentiellement une impasse, qu'il y avait du temps pour manœuvrer et pour jouer la montre. Mais je pense que ce qui s'est passé depuis l'été, c'est qu'ils ont enfin compris que ce n'était pas du tout le cas. En réalité, ils n'ont pas beaucoup de temps. Les Russes avancent plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, et les Ukrainiens sont dans un bien plus mauvais état qu'ils ne l'imaginaient. Alors maintenant, ils font pression pour mettre fin à la guerre beaucoup plus rapidement, et ils deviennent de plus en plus désespérés à ce sujet. Donc vous avez Donald Trump, et ce qu'il fait, ainsi que ce que font ces deux négociateurs très inexpérimentés, Witkoff et Kushner, qui ne sont pas des diplomates chevronnés, c'est d'essayer d'avancer dans une sorte de processus pour arrêter la guerre, en acceptant, lorsqu'ils rencontrent un camp ou l'autre, ce que le camp avec lequel ils parlent veut. Ainsi, les Russes disent « Nous voulons les 5 régions, nous voulons la neutralité de l'Ukraine. Nous voulons que l'Ukraine reste en dehors de l'OTAN. Nous voulons des restrictions sur la taille de l'armée ukrainienne. Et nous voulons des droits pour les russophones. » Voilà ce que veulent les Russes. Les Américains, apparemment, lors de la récente réunion qui a eu lieu à Moscou, quand Kushner et Witkoff s'y sont rendus, ont dit « C'est bien, c'est bon, nous pouvons travailler avec tout cela. » Allons de l'avant avec ça. Ensuite, ils ont eu une autre réunion à Berlin, où ils se sont retrouvés face aux Ukrainiens et aux Russes. Les Ukrainiens ont dit « Nous ne sommes pas prêts à nous retirer d'aucun territoire. Nous voulons un cessez-le-feu sur les lignes actuelles. Nous acceptons que nous ne puissions peut-être pas rejoindre l'OTAN pour le moment,
Mais nous voulons toujours des garanties de sécurité de la part des États-Unis et nous voulons disposer d'une armée de 800 000 hommes. Et Witkoff et Kushner ont répondu « Oui, très bien ». En réalité, ce sont deux positions totalement incompatibles. C'est là, malheureusement, où nous en sommes. Trump dit que les deux camps changent constamment de position, mais en vérité, les Américains sont d'accord avec les deux à la fois sur des points contradictoires. Vous avez l'administration Trump. Ils ont parlé à la Russie. Ils lui ont rendu visite. Puis l'administration Trump sort et parle de garanties de sécurité pour l'Ukraine, comme si elle n'avait rien entendu, comme si cela n'allait pas provoquer une impasse majeure, ce que les médias appellent ainsi, bien que je pense que ce soit un mauvais usage du mot. Mais malgré tout, c'est le terme qu'ils emploient. Alors, qu'est-ce qui explique cette hostilité dans ces soi-disant négociations? Eh bien, je pense que les Américains n'ont jamais élaboré de véritables stratégies de négociation. Ils ne se sont jamais vraiment demandé « avec qui devrions-nous négocier ?» Ce qu'ils essaient de faire, c'est de se présenter comme une sorte de partie extérieure qui arrive dans ce conflit et par un acte extraordinaire de bienveillance tente de trouver un compromis acceptable qui satisferait tout le monde. Ce qui, bien sûr, est absurde, car les États-Unis ne sont pas une partie extérieure. Ils sont un participant direct. Ils ont armé l'Ukraine, aidé l'Ukraine avec des renseignements, imposé des sanctions à la Russie et, selon Trump lui-même, joué un rôle majeur dans la provocation de la guerre. Ainsi, les Américains essayent de convaincre les Ukrainiens et les Européens, les traitant comme des partenaires avec lesquels ils devraient négocier. Ce qui est très étrange quand on prend du recul et qu'on constate que ces acteurs, comme les États-Unis eux-mêmes l'ont reconnu, sont des intermédiaires. Ils passent donc la majeure partie de leur temps à négocier avec leurs propres intermédiaires, plutôt que de faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire négocier avec l'autre camp, les Russes. Ils ont bien plus de contact avec les Européens et les Ukrainiens qu'avec les Russes. Et il n'y a jamais eu de véritable négociation organisée en face à face avec les Russes, avec des équipes de négociation dûment constituées, envoyer Witkoff à Moscou, le faire s'y rendre toutes les 2 semaines, organiser des réunions avec Poutine, passer quelques coups de téléphone à Poutine. Cela ne constitue pas une négociation, pas une véritable négociation du type nécessaire pour mettre fin à cette guerre. Exactement. Et même le sommet en Alaska. Il semblait davantage servir à établir un contact qu'à parvenir réellement à un quelconque accord sur cette question, puisque les deux principaux acteurs en jeu sont les États-Unis, à l'origine du conflit en Ukraine, et bien sûr la Russie, qui le mène. Mais la Russie a clairement exprimé sa position, Alexander. Et je veux te montrer ce fameux article, je suis sûr que tu le connais bien, du journal The Independent. Ils ont en effet rapporté le prétendu refus de la Russie d'abandonner des territoires après que Trump a affirmé que l'accord de paix était plus proche que jamais. Ainsi, Sergueï Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas été informé des progrès des récentes discussions avec les intermédiaires et qu'il rejetait l'idée d'une force de maintien de la paix de l'OTAN dans l'Ukraine d'après-guerre. Après que les États-Unis ont finalement indiqué être ouverts à offrir des garanties de type article 5. C'est stupéfiant. Cela m'a vraiment choqué de l'entendre à nouveau, Alexander. Parlons de la raison pour laquelle les États-Unis évoquent même des garanties semblables à celles de l'article 5. La raison pour laquelle les Américains parlent des garanties de l'article 5, et c'est mon propre point de vue, c'est que certaines personnes en ont une interprétation très sinistre. Ils disent que les États-Unis essaient de tromper les Russes, de leur dire, eh bien, nous n'allons pas vraiment faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais nous allons mettre en place un dispositif identique à tous égards,
à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et en fin de compte, c'est bien ce qui se produira. Mais je pense que le but de tout cela est d'amener les Ukrainiens à accepter de céder le territoire du Donbass aux Russes. Ainsi, au lieu de dire aux Ukrainiens « Écoutez, nous sommes désolés, nous avons conclu que cette guerre est perdue et qu'il est dans notre intérêt national de stabiliser nos relations avec les Russes », les Américains essayent de présenter cela sous une autre forme. En fin de compte, vous êtes notre représentant, donc nous ferons ce que nous choisissons. C'est notre politique et nous allons aller de l'avant. Si cela ne vous plaît pas, eh bien, vous serez seul. Au lieu de faire cela, ce que les États-Unis essayent de faire, c'est de soudoyer les Ukrainiens pour qu'ils acceptent de se retirer du Donbass en leur offrant des garanties de sécurité, que bien sûr, les Russes vont rejeter. Et la raison pour laquelle les Américains, les États-Unis font cela, c'est encore une fois à cause du point que vous avez soulevé plus tôt. Ils sont désespérés de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, avant que l'effondrement ne survienne. Ils doivent donc revenir vers les Russes avec quelque chose. Ils pourraient dire « Eh bien, regardez, nous faisons des progrès. Nous avons obtenu que les Ukrainiens acceptent de se retirer du Donbass. » Alors pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir un cessez-le-feu maintenant? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir un gel? Nous pouvons régler toutes ces autres questions. Et ne vous inquiétez pas de cette histoire de garantie de sécurité, des garanties de type article 5 que nous offrons à l'Ukraine. Cela ne durera que peu de temps, une période temporaire. C'est d'ailleurs le message qui circule en ce moment. Ce n'est que pour une courte durée, car nous pourrons finalement tout régler plus tard. Ainsi, il soudoie les Ukrainiens avec ces garanties de sécurité afin de convaincre les Russes d'arrêter. Et pour amener les Russes à s'arrêter, ils pensent pouvoir leur jeter un os, à savoir le reste du Donbass. Ce n'est encore une fois pas une stratégie de négociation. Ce n'est pas ainsi que ce genre de choses se fait. Et les Russes, d'ailleurs, ont clairement indiqué qu'ils veulent, oui, bien sûr qu'ils veulent le Donbass, mais ils veulent aussi le reste des 5 régions. Ils veulent Zaporijia et la région de Kherson. Nous avons traversé tout l'été et l'automne avec diverses affirmations dans les médias, selon lesquelles les Russes auraient accepté d'abandonner leurs revendications sur l'ensemble des régions de Zaporijia et de Kherson. Quoi? 2 des 4 régions. Il s'avère que ce n'était jamais vrai. Les Russes n'ont jamais accepté une telle chose. Mais voilà, c'est une négociation absolument incompétente. Essayez de s'entendre avec tout le monde à la fois et pensez que si l'on parvient à un accord avec quelqu'un sur un point, on pourra amener l'autre camp à accepter autre chose. Alexander, dans quelle mesure l'administration Trump, Donald Trump lui-même, ou peut-être quelqu'un de son entourage au début de ce processus, a-t-il dit que c'était une bonne idée de se présenter comme médiateur? Mais maintenant, il semble que cela porte des fruits bien amers, dans le sens où oui, l'administration Trump agit comme un médiateur. Cependant, contrairement au ton ferme qu'on observe, disons, à propos de l'Amérique latine, la doctrine Monroe, nous allons dominer, dominer, dominer. On ne retrouve pas cette énergie lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, même avec l'Europe, malgré tout le tapage autour de la stratégie de sécurité nationale. Il reste encore beaucoup de cordialité et de tentatives de compromis, malgré le fait que la plupart d'entre nous trouvent assez absurde que les États-Unis jouent les médiateurs dans un conflit qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Eh bien, puis-je dire quelque chose? J'ai en fait travaillé comme médiateur dans des différends. C'est quelque chose que je faisais dans ma carrière précédente. Et rien de ce qui se passe actuellement ne ressemble, même de loin, à une médiation telle qu'elle devrait être menée. Tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Les États-Unis ne sont absolument pas en position d'agir comme médiateurs car ils sont partie prenante du conflit
et l'ont toujours été. Par définition, on ne peut pas être médiateur dans un conflit auquel on participe. Voilà pour le premier point. Mais les médiateurs ne sont pas là pour proposer des solutions ou, en pratique, négocier avec les deux parties en même temps. Ce que font les médiateurs, c'est parler à chaque partie et demander « Quelles sont vos idées? Voici ce qui préoccupe l'autre partie. Que comptez-vous faire à ce sujet? » Avez-vous des réflexions à ce sujet? Peu à peu, on en arrive à un point où l'on commence à trouver un terrain d'entente et l'on réunit les deux parties dans un véritable processus de négociation, dans la même pièce. On réduit les points de désaccord et on les amène à élaborer ensemble des idées pour trouver une voie à suivre. Ce n'est pas du tout ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons, c'est que les États-Unis mènent en réalité des négociations de mauvaise foi avec les Ukrainiens et les Européens, tout en menant en parallèle des négociations de mauvaise foi avec les Russes. Comment en est-on arrivé là? L'explication est très simple. C'est parce que Trump ne veut pas que cela paraisse, d'une manière ou d'une autre, être sa guerre. Il veut s'en distancer. Alors il dit « Je ne suis pas vraiment impliqué, parce que je ne suis pas impliqué. Les États-Unis ne sont pas vraiment impliqués. Je suis une personne bienveillante. Je n'essaie pas de mettre fin à la guerre parce que je vois que l'Amérique va perdre cette guerre par procuration. J'agis à partir d'une position de force, en tant que médiateur, impartial et objectif, qui intervient uniquement par bienveillance pour tenter de trouver une conclusion mutuellement satisfaisante. Or, comme je l'ai dit, c'est toujours une fausse prémisse. Et ici, je dirais qu'on peut critiquer les Russes, car ils auraient peut-être dû dire à Trump dès le départ « Ce que vous proposez de faire ne peut tout simplement pas fonctionner. Vous ne pouvez pas être à la fois médiateur et partie prenante du conflit. » La Russie joue clairement la carte du « nous voulons que les États-Unis soient ouverts à quelque chose », surtout en ce qui concerne la normalisation. Il semble que ce soit devenu un intérêt plus marqué pour la Russie, compte tenu de la situation du conflit en Ukraine. Mais vous savez, les États-Unis, l'administration de Donald Trump, ont adressé une sorte d'ultimatum à l'Ukraine au sujet de ses garanties de sécurité. Qu'en pensez-vous? Selon The Telegraph, Washington aurait averti Kiev que son offre de garantie de sécurité de type OTAN pourrait expirer si elle n'acceptait pas bientôt les conditions de paix. Mais rien n'a encore été conclu. Alors, accepter des conditions pour obtenir ces garanties de sécurité, qu'est-ce que cela permet réellement d'accomplir? Pourquoi passer par tout cela? Est-ce que cela a la moindre utilité? Je penserais que l'administration Trump aurait tout intérêt à paraître puissante. Non pas tant comme médiatrice, mais plutôt comme arbitre, si elle parvenait à faire avancer les choses. Qu'en pensez-vous? Cela ne veut absolument rien dire. La première chose à dire, c'est que les Ukrainiens ne vont pas y croire. Ils ont été la cible, tout comme d'ailleurs les Russes, de nombreux ultimatums de Trump. Je veux dire, vous souvenez-vous qu'en août, Trump avait déclaré que si la Russie n'acceptait pas dans les 100 jours de mettre fin à la guerre, il imposerait des droits de douane de 100% à la Russie et de 100% à tout pays achetant du pétrole russe. Qu'est-il advenu de cela? Puis il n'y a pas si longtemps, on apprenait que lorsqu'il y avait les 28 points initiaux, il voulait que les Ukrainiens acceptent ces 28 points avant Thanksgiving. Deux semaines. 2 semaines. Donc tout cela est venu et reparti, et c'était toujours en place. J'ai dit, je ne pense pas que les Ukrainiens vont prendre cet ultimatum au sérieux. Ils vont dire, eh bien, cet homme nous a offert, les États-Unis nous ont offert, des garanties de sécurité, donc c'est désormais dans notre poche. Nous pouvons passer à autre chose, et nous allons continuer à camper sur nos positions. Parce que de manière réaliste, surtout étant donné que nous avons le soutien des Européens,
et d'ailleurs de nombreuses personnes à Washington. Maintenant que les États-Unis nous ont offert ces garanties de sécurité, qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous les donner, ils ne vont pas revenir en arrière. C'est un engagement dont ils ne peuvent pas se dédire. Je veux dire, ils se trompent peut-être à ce sujet, mais je suis sûr que c'est ce que les Ukrainiens pensent. Eh bien, supposons que cela se soit produit, supposons que cet ultimatum était réel et que l'une des deux choses suivantes se soit produite. Les Ukrainiens ont accepté de se retirer du Donbass, ce qui est presque inconcevable, soit dit en passant, mais admettons qu'ils le fassent. Alors les Américains arrivent et disent « Les Ukrainiens ont accepté de se retirer du Donbass, mais en échange, ils vont obtenir des garanties de sécurité équivalentes à celles de l'article 5 de l'OTAN. » Les Russes vont répondre « Vous plaisantez, j'espère. » Et donc, cela rend déjà toute l'affaire, si l'on y réfléchit, ridicule, parce que cela ne traite pas au fond des questions essentielles, ce que les Russes appellent les causes profondes, les origines de la guerre, l'expansion de l'OTAN, l'orientation de l'Ukraine vers l'Ouest, les événements du Maïdan en 2014 et tout le reste. Avant de passer à l'Europe, je voulais te poser une question sur le camp ukrainien. Est-ce que, pour eux, c'est une sorte de stratégie presque suicidaire pour obtenir ce qu'ils veulent? Tu sais, l'administration Trump va lever le doigt pour réprimander son propre proxy. Et alors l'Ukraine peut dire « D'accord, vous nous faites la leçon, mais c'est nous qui mourrons. C'est nous qui tenons bon, comme tu l'as dit. » Et s'ils continuent ainsi, quelle autre option as-tu? Sinon, essayer de les sauver, même si tu dis que tu ne veux pas le faire. Penses-tu que ça puisse faire partie de la réflexion de ceux qui tirent certaines ficelles au sein du régime ukrainien? Tu as tout à fait raison à ce sujet. Je pense que c'est là l'illusion dangereuse qui existe à Kiev. Ils se disent qu'au bout du compte, nous pouvons tenir bon, refuser toute concession, parce que les Américains ont tellement investi en nous qu'au final, si la situation devient vraiment critique, ils interviendront pour nous empêcher de sombrer. L'humiliation pour les États-Unis serait trop grande pour qu'il en soit autrement. Alors les Ukrainiens se disent, eh bien, nous pouvons perdre le Donbass, nous pouvons perdre Zaporizhia, nous pouvons laisser les Russes avancer jusqu'au fleuve. Mais si nous cédons à ce que les Russes exigent, alors ce sera une Ukraine complètement différente, pas celle pour laquelle nous nous battons. Nous retomberons sous l'ombre de Moscou et nous ne voulons cela en aucun cas. En fin de compte, nous n'avons pas à l'accepter, car si nous restons fermes, si nous rejetons ces exigences et qu'il semble vraiment que nous soyons en train de sombrer, alors les Américains et les Européens interviendront pour nous sauver. Et pas seulement pour nous sauver, mais pour nous permettre de gagner. Or, de nombreux pays ont commis cette erreur. Le président Thieu du Vietnam du Sud a commis cette erreur, que vous connaissez sûrement. Le président Ghani d'Afghanistan a commis cette erreur. Je ne crois pas que si l'Ukraine commence à s'effondrer, les États-Unis se précipiteront pour la sauver. Mais je pense qu'à Kiev, beaucoup de gens, Zelensky lui-même, en sont absolument convaincus. Je veux dire, n'est-ce pas aussi une partie du problème? Que vont faire les États-Unis? On dirait que les États-Unis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour pousser ce conflit aussi loin que possible. Et nous en sommes là aujourd'hui. Que pourraient encore faire les États-Unis, Alexandre? Eh bien, c'est en fait un excellent point, car en pratique, il n'y a pas grand-chose de plus que les États-Unis puissent faire. Mais lorsque les États-Unis viennent dire aux gens à Kiev, « Nous sommes les puissants, les tout-puissants États-Unis. Vous êtes face à un pays qui ne possède qu'une fraction de notre puissance. La Russie, vous savez, une station-service déguisée en pays. Et tout cela,
Si vous êtes ukrainien et que vous voulez vraiment échapper à l'influence de Moscou et que vous y croyez, il devient très difficile de cesser d'y croire. Ainsi, les Ukrainiens se diront probablement, « Eh bien, il y a beaucoup de choses que les Américains peuvent faire. » Ils peuvent nous fournir plus d'armes. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il existe une situation réelle où la Russie pourrait effectivement surpasser la puissante États-Unis en matière d'armement. Ils peuvent à nouveau étouffer les exportations de pétrole de la Russie. Il est peut-être difficile, si l'on se trouve à Kiev, de croire que les États-Unis ne peuvent réellement pas le faire. Qu'étouffer complètement les exportations de pétrole russe créerait des problèmes économiques aux États-Unis eux-mêmes et ne serait pas accepté par la Chine, qui est le plus grand client de la Russie pour le pétrole. Et les Chinois, s'ils sont menacés économiquement par les États-Unis, ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à prendre des contre-mesures. Et bien sûr, il y a toujours, peut-être au fond de l'esprit de chacun à Kiev, la conviction que les États-Unis pourraient intervenir directement dans la guerre, qu'ils pourraient instaurer une zone d'exclusion aérienne. Les Ukrainiens réclamaient une telle zone dès le début du conflit. Il existe une réticence à croire que les États-Unis ne peuvent pas et ne veulent pas le faire, qu'il manquerait réellement de missiles air-air s'ils commençaient à abattre ceux des Russes. Car pour les Ukrainiens, admettre que les États-Unis ont effectivement ces limites, c'est reconnaître qu'ils ont tout misé sur des garanties américaines que l'Amérique ne peut pas tenir. Et cela, psychologiquement et politiquement, je soupçonne que c'est impossible à admettre pour les dirigeants de Kiev.